C'est le live numéro 5. Je suis ravi de vous accueillir et toujours un petit peu plus nombreux. Alors là, c'est le week-end. Peut-être que on va bien voir si on est plus nombreux, moins nombreux, parce que finalement, week-end, ça ne veut plus dire grand-chose. Je pense que les repères, je ne sais pas pour vous si c'est comme moi, mais les repères à l'intérieur de la journée, c'est un peu compliqué. À l'intérieur de la semaine, encore plus. Donc on va bien voir un petit peu. Dites-moi si l'image est OK, si le son est OK. Ah, Françoise, salut. Alors, est-ce que ça marche les commentaires maintenant? Et est-ce que tu vas pouvoir commenter? En tout cas, tu peux dire bonjour. Ça, c'est bien et je te réponds en direct. En attendant, juste faites-moi signe pour voir si c'est OK pour vous, le son, l'image. Et puis, je vais vous proposer un certain nombre de points à voir aujourd'hui dans ce live numéro 5. Et peut-être certains... Alors, Simone m'a posé des questions. Ah, Françoise, merci, tout impec, donc c'est super. Et bonjour Valérie, bonjour Betty, salut Pauline. Donc, j'ai eu quelques questions et le thème d'aujourd'hui, outre... Globalement, toujours la relation entre confinement, microbiote intestinal, microbiote pulmonaire, alimentation, système immunitaire. Vous l'avez compris, le but de ces lives, c'est d'essayer de voir ensemble le maximum de facteurs favorisant un bon système immunitaire. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans cette période-là que prendre soin de nous-mêmes et de notre système immunitaire? Donc, j'ai envie de vous partager un certain nombre de points aujourd'hui et puis, comme d'hab, vous me posez vos questions en direct dans le chat et j'y réponds. Je parle en même temps que le Premier ministre en direct, en urgence sur toutes les TV. Dommage trop tôt. Bah écoute, vous avez le choix entre le Premier ministre et Pierre Lapoujade. Bon, moi j'ai un replay, donc vous faites comme vous voulez. Et écoute, l'Édouard Philippe ne m'avait pas téléphoné me demandant de faire mon live plus tôt ou plus tard. Donc écoute, c'est comme ça. Toute blague à part, j'ai eu des questions sur les associations d'aliments, sur les fibres, sur les protéines, etc., etc. On va en parler parce que bien sûr, ça a un rôle sur non seulement notre microbiote, dont notre système immunitaire, mais également sur notre état d'être globalement. Et ça joue sur notre état d'anxiété, notre état de stress, notre état de bien-être en général. Salut Maria. Et du coup, on a tout un ensemble de facteurs qui vont être plutôt ou favorisants ou au contraire venir lutter un peu contre nous et contre nos défenses immunitaires. Et je vous parlerai plus précisément, on en avait parlé un petit peu, mais des acides gras à courte chaîne, mais aussi des lipopolysaccharides et d'un certain nombre de molécules qui sont créées par nos microbes, notre microbiote, les cellules intestinales et qui jouent sur notre humeur, notre état de stress ou d'anxiété. Et puis, j'ai envie de vous parler aussi, en tout cas, de débattre avec vous un petit peu de la question de qu'est-ce qu'on peut faire, quel est notre pouvoir? Est-ce qu'on doit attendre des décisions, des remèdes, un vaccin, la chloroquine, machin, tout ça? Même si vous connaissez mon avis là-dessus, et notamment sur le protocole du professeur Raoult, dont je suis un fervent défenseur, et puis a-t-on le choix? Pour moi, on n'a que ça, donc entre ça et rien, c'est évident que c'est ça, mais ce n'est que mon avis. Encore une fois, quel est notre pouvoir et est-ce qu'on peut du coup entrer en contact avec ce que nous pouvons réellement faire et finalement mettre toute notre attention sur ce que l'on a entre nos mains et peut-être mettre un peu moins d'attention, un peu moins de focus sur ce qui ne dépend pas de nous parce que là, on le subit, on n'y peut pas grand-chose. Salut Doris. Donc voilà un petit peu les points. Bien sûr, il y aura une méditation vers 18h45 pour accompagner le dernier quart d'heure de ce live. Chiche, je vais faire 1 heure et pas trop déborder. Voilà un petit peu le programme en plus de vos questions.
Alors moi, j'ai envie de répondre en premier à des questions que m'a posées notamment Simone sur les associations d'aliments. Et c'est vrai qu'en cette période de confinement, je vous avais alerté sur un des principaux pièges, c'était de faire une liste de courses d'aliments qui se conservent, entre guillemets, et donc féculents, pâtes, riz, gâteaux, produits industriels, farine, etc. Et de ne pas privilégier du coup les aliments frais, fruits, légumes, etc. Pourquoi? Parce que peut-être que ça nous oblige à sortir plus souvent ou tout simplement la peur de quelque chose. Et je vous avais incité à vraiment prendre conscience quand vous faites votre liste de courses ou quand vous faites vos courses, de privilégier plutôt les aliments frais, plutôt fruits, plutôt légumes. Et ça se conserve. Moi j'en ai depuis plus d'une semaine. Notamment pas au frigo et qui se conservent très très bien. Pourquoi? Parce qu'ils amènent des fibres, parce qu'ils sont relativement peu caloriques alors qu'on va faire peu d'exercice physique, on va marcher peu, on va avoir en cette période de confinement une activité physique, même si on essaye de faire des mouvements, du sport, etc. À l'intérieur, on va avoir une dépense calorique liée à l'activité physique plus basse et donc il est vraiment important, salut Martine, important d'avoir vraiment le plus de conscience possible sur notre panier de courses et la composition de nos repas. Mais ça c'est l'aspect alimentaire, il y a plein d'autres aspects. Pour revenir à la question de Simone, les associations légumes, protéines, gras, etc., je vous avais parlé de l'inconfort intestinal, ballonnement, transit, douleur, etc., lié à la consommation, plus à l'ordre des aliments qu'à leur association, mais ça revient un petit peu au même, à savoir que les aliments n'ont pas tous, ne nécessitent pas tous le même temps pour être digérés, pour avancer petit à petit vers le côlon, puis vers la voie de sortie. Et les aliments les plus lents à être digérés sont les protéines. Et les protéines animales en premier, très longues, elles mettent plusieurs heures à être digérées et ensuite elles mettent plusieurs dizaines d'heures à être éliminées. Donc ça veut dire que tout ce qui sera mangé, oh on a Francine du Québec, coucou de Magog, on va avoir tous ces aliments riches en protéines animales en particulier, mais en protéines aussi végétales, en acides gras, etc., qui vont faire bouchon et qui vont avancer très lentement dans notre tractus intestinal, c'est-à-dire intestin grêle, etc., jusqu'au côlon et jusqu'à la sortie. Et tout ce qu'on va manger après va migrer à la vitesse des aliments les plus lents que l'on a mangés avant. Et donc, de la même façon que sur une route, si vous mettez les véhicules les plus lents en premier, même votre voiture de sport, votre Ferrari derrière, elle sera à la vitesse du véhicule le plus lent qui est devant elle. C'est la même chose pour les aliments. Et en quoi ça peut poser problème? C'est-à-dire que les aliments riches en sucre en particulier, s'ils restent à 37 degrés, dans notre estomac ou dans notre intestin, donc c'est une température où ils fermentent vite, et s'ils sont riches en eau et riches en sucre, c'est le cas des fruits, etc., ils vont se mettre à fermenter puisqu'il y a plein de levures, de bactéries, etc. Et en se mettant à fermenter, non seulement la principales, en tout cas les principaux nutriments intéressants vont être dégradés et donc ne vont jamais pouvoir nous être bénéficiaires, mais en plus la fermentation produit des gaz, produit des acides derrière, etc. et on va avoir beaucoup d'inconfort intestinal. Et donc qu'est-ce qui se passe? Si on mange ces aliments fermentescibles, principalement riches en sucre et en eau, c'est-à-dire les fruits, alors bien sûr je ne parle pas des aliments industriels, les gâteaux, les sucreries, etc., mais déjà les aliments naturels comme les crudités ou les fruits, si on les mange après des aliments qui vont être longs à être digérés, on va avoir beaucoup plus facilement ce risque d'avoir des ballonnements, des douleurs intestinales, etc. Donc, mon conseil, en tout cas mon expérience, et je vous invite à faire votre propre expérience, c'est de les consommer soit dissociés, c'est-à-dire en dehors des repas, soit en tout début de repas. Comme ce sont des aliments qui vont se digérer très rapidement, allez,
20 minutes, 15 minutes, 25 minutes pour des fruits, etc., ben, eux ne vont retarder personne derrière, parce que vous pouvez manger des protéines, vous pouvez manger d'autres aliments, plus gras également, mais s'ils sont plus lents à être digérés, mais que les aliments rapides sont passés en premier, ben, chacun a son rythme et il n'y a pas de bouchon. Si par contre c'est l'inverse, à ce moment-là, il y a des perturbations, des douleurs, etc. Donc, c'est pas la faute aux fruits. C'est pas que vous ne les supportez pas, c'est juste que dans votre bol alimentaire, ils peuvent être placés au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, moi je vous invite à faire l'expérience de, ne pas les manger à la fin du repas, les fruits, etc., mais plutôt de les manger en début de repas. Alors tous, moi, il y en a certains, j'aime pas en début de repas, il y en a d'autres qui passent vraiment beaucoup plus facilement. Pamplemousse, mandarine, tous les agrumes passent très bien. Les fraises de l'été, bientôt on va les avoir, en tout cas celles locales d'ici un petit mois. Les cerises, ça passe bien. La pastèque, il n'y a aucun souci. Le melon peut se manger très facilement en début de repas. Les tomates également, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de fruits qui peuvent être à la fois gourmands, sympas, et donner tout leur plein potentiel. C'est un autre avantage aussi, c'est que si vous ne les digérez pas et qu'en plus ils vous génèrent de l'inconfort, c'est quand même un peu dommage d'acheter des fruits riches en vitamines, gorgés de soleil, peut-être bio, que vous avez payé une fortune, si pour les manger après, et finalement non seulement ils ne vous apportent rien, mais de l'inconfort, des douleurs, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important, et ça peut se faire entre guillemets un peu sous forme de jeu. Hélène, tu nous dis, je vais tenter de faire rentrer les fraises et les kiwis pour Jules en début de repas. Ouais, ça peut se faire un petit peu par entre guillemets jeu. C'est plutôt sympa. Moi, je les préfère en début de repas que dissociés. Parce que j'ai rarement faim, j'ai rarement des faims de grignotage. Et en plus, mes faims de grignotage, souvent, elles sont compulsives et je les arrête en buvant un thé, une tisane ou quelque chose comme ça, ou un verre d'eau, et du coup elles disparaissent assez vite. Et moi je les mets plutôt en début de repas. Alors c'est vrai que j'ai peur qu'ils ne mangent plus que cela. Mais c'est plutôt bien, non? Parce que c'est plutôt très bien pour ton microbiote, c'est très bien pour notre système immunitaire, etc. Et l'autre avantage aussi, c'est que il nous permet, alors ça pour des ados ou des enfants en croissance, c'est un peu moins d'actualité, mais pour nous adultes, et en plus en cette période de confinement, les fruits et les légumes mangés en début de repas nous permettent non seulement de percevoir les signaux de satiété beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que la satiété, c'est pas un signal comme on peut ressentir par exemple une douleur ou la faim, etc. La satiété est un signal très subtil qui est la diminution de la sensation de faim. Et donc ça veut dire que si on n'est pas connecté en conscience à notre sensation de faim, on n'a aucune chance de pouvoir percevoir le signal de satiété. Alors moi j'ai souvent la tendance à dire que la satiété c'est le sens perdu, le sens oublié, et c'est malheureusement souvent le cas. Donc je vous invite à faire l'expérience de avoir conscience, vous connecter en conscience à votre faim. Commencez le repas sous forme d'expérience. Après, vous généraliserez si c'est quelque chose qui vous va bien, mais faites l'expérience, juste l'expérience, pour savoir comment vous réagissez, et de vous connecter à votre faim et de manger tranquillement une portion de fruits en début de repas. Mâchez-la, observez-la, voyez le goût. Souvent, les fruits, c'est plutôt sucré, c'est plutôt juteux, c'est plutôt... et tout ça, ça permet de nous donner souvent du plaisir. On a les papilles gustatives qui sont en éveil. Le sucre, on a faim, donc vient rapidement passer dans le sang et donc petit à petit nous amener vers enlever la sensation d'hypoglycémie, donc de faim. Oui, manger en pleine conscience, Francine, parfaitement, on va en parler un petit peu. Et
En même temps que ça vient diminuer notre faim en augmentant notre taux de glycémie sanguine, qui est souvent le déclencheur de notre faim, ils amènent leurs fibres. Et les fibres, outre qu'elles vont pouvoir venir nourrir notre microbiote et donc alimenter notre état de pleine santé, viennent également favoriser l'apparition du signal de satiété, parce que les fibres souvent se gonflent d'eau, ont un effet un petit peu éponge, et donc dans notre estomac elles vont pouvoir prendre de la place, se combiner, si l'estomac n'était pas vide, avec d'autres aliments ou tout ce qui va venir après, et donc elles vont former une sorte de gel, et ce gel là, non seulement en tapissant la paroi de l'estomac puis de l'intestin, va permettre de ralentir un petit peu l'absorption des sucres rapides, etc., de les amener vers le côlon où notre microbiote est le plus grand en nombre, à la fois en nombre de bactéries, levures, champignons, mais également en termes de diversité. Et donc on va pouvoir avoir une production de beaucoup de métabolites, et notamment certaines hormones, comme la leptine, qui vont favoriser, selon qu'elles soient régulées à la hausse ou à la baisse, notre faim et la satiété. Et donc il y a eu plusieurs études qui ont montré que la consommation des fruits et légumes plutôt en début de repas favorise l'apparition des signaux de satiété. Et en plus, et alors ça c'est cerise sur le gâteau, les signaux de satiété ne durent que très peu de temps dans le cerveau, c'est-à-dire que si vous ne les captez pas rapidement, ils disparaissent. Et alors déjà, si on n'est pas en conscience, c'est-à-dire qu'on a la tête ailleurs, que l'on est en train de préparer sa prochaine bouchée, qu'on écoute la télé, là, j'en sais rien, déjà on ne peut pas les capter, mais si en plus ils ne durent pas longtemps, les fruits et légumes, les fibres en tout cas, permettent à certaines bactéries, notre microbiote, de produire ces hormones de la satiété, et surtout d'avoir un symptôme, entre guillemets, ou une sensation plutôt, c'est plus exact, de satiété plus longue. Donc ça veut dire qu'on va avoir plus de chances, plus d'opportunités de capter cette satiété, et donc du coup de nous-mêmes pouvoir diminuer la ration alimentaire que l'on va avoir, et ça sans effort. En se disant il faut que je mange moins parce que je sais que je fais moins de sport pendant, etc. On se force, on vient avec le mental, et du coup on vient venir force s'opposer à quelque chose naturel en nous, qui est l'envie de plaisir, l'envie de manger, etc. Si par contre c'est l'inverse, qu'on est à l'écoute de nos signaux, c'est plutôt un mécanisme de récompense, de se dire tiens, j'ai mangé des aliments qui me font du bien, tiens, je reconnais ce signal de satiété, tiens, je vais manger moins ou peu ou pas du tout du plat suivant, et on est heureux avec ça, on est content, on a une certaine joie d'avoir su s'écouter, et du coup on remplace un signal, une injonction de il faudrait que je mange moins, avec souvent de la frustration et des choses plutôt désagréables, avec la joie de s'écouter et d'être plutôt bien dans son corps. Donc, les amis, c'est vraiment un conseil plein de bon sens d'essayer cette expérience-là des fruits avant, et puis surtout, voyez ceux qui vous vont bien à vous. Moi, j'ai aucune généralité là-dessus, je vous ai partagé ce que j'aime bien moi, mais voyez avec vous, avec vos enfants, faites l'expérience, etc. Et c'est ok de ne pas aimer, c'est ok d'en essayer un autre, de varier, mais en tout cas, faites cette expérience, et puis pourquoi pas au prochain live, dites-moi, ça peut être sympa. Donc voilà, et même ma maman, alors ça y est, je suis revenu. Je crois que ça a coupé un peu, je suis à nouveau là, bon. Donc je vous disais d'essayer de faire cette expérience-là, et vous m'en direz des nouvelles. Bien, voilà ce que je voulais vous partager. Alors, pour répondre à l'association dans tout ça, vous avez bien vu qu'il y a des aliments qui vont mettre longtemps à être digérés, à être évacués, d'autres qui vont être rapides, les lents font bouchon. Qu'en est-il de la fameuse, alors Simone me donnait l'exemple, l'omelette aux légumes, où on va avoir à la fois des protéines, du gras. Moi, mon astuce, c'est de les accompagner avec une salade verte, par exemple, ou je sais pas, des carottes râpées, ou un coleslaw, ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que on va amener
des fibres insolubles, de la cellulose en particulier sur les crudités si on les supporte, ou la salade verte en particulier qui est assez facile à supporter. Et donc si vous les mangez avant ces plats un petit peu riches en protéines comme les omelettes ou les plats à base d'œufs, les quiches, etc. Ben, du coup, cette association-là va faire que les fibres, notamment la cellulose et l'hémicellulose, etc., vont faire un complexe dans votre estomac parce qu'elles sont assez peu dégradées, elles, par les sucs digestifs, et donc elles vont pouvoir amener avec elle un certain nombre de protéines, un certain nombre d'éléments et finalement lisser la digestion et progresser assez rapidement. Donc un des meilleurs moyens d'abaisser l'index glycémique et d'augmenter la digestibilité, en tout cas de réduire le temps de digestion de ces plats riches en protéines, c'est souvent de les associer avec quelque chose de riche en cellulose, et les aliments les plus faibles caloriquement et les plus riches en cellulose, ben, ça va plutôt être la salade ou certaines crudités. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce point, cette question que me posait Simone. Il y avait une autre question qui était par rapport aux produits, je vous avais dit, essayez dans cette période de confinement de faire l'expérience de réduire la quantité de protéines, notamment le soir, pour favoriser l'endormissement, parce que entre l'anxiété, entre le stress, entre être sur les écrans pour voir les dernières infos, ou tout simplement, j'avais jamais échangé autant de vidéos hilarantes, parce que cette période de confinement libère la créativité de pas mal de personnes. Mais ça veut dire que notre temps de connexion aux écrans est assez important. Et donc, je vous avais recommandé en tout cas de faire l'expérience de diminuer la quantité de protéines le soir. Pourquoi? Parce que les protéines sont, en tout cas, les micro-organismes et les bactéries qui digèrent le mieux les protéines créent des hormones et des neurotransmetteurs qui viennent retarder l'endormissement, ou plutôt viennent augmenter notre vigilance. Et l'endormissement, c'est un équilibre entre l'apparition du sommeil et la baisse de notre vigilance. Si on a en même temps que la lumière qui baisse, ou même tout simplement nous, l'idée de se mettre au lit, d'éteindre la lumière, etc., mais quand même au même moment, votre microbiote produit des neurotransmetteurs qui viennent cibler certaines zones du cerveau pour augmenter votre vigilance, l'endormissement ne peut pas se faire. Donc réduisez les protéines. Et donc là, une des questions, c'était, en tout cas surtout le soir, et une des questions, c'était voilà, entre différents produits comme le quinoa, le riz, les légumineuses, etc., est-ce qu'elles ont le même effet? J'ai envie de dire, c'est lié tout simplement à leur teneur en protéines, et toutes n'ont pas la même teneur. Et ensuite, il faut voir les fibres. Parce que les protéines, c'est une chose, et plus elles sont associées avec des fibres, plus leur effet va être entre guillemets tamponné ou réduit, parce que les fibres, elles, vont favoriser d'autres souches du microbiote. Donc, par exemple, entre pommes de terre et patates douces, on a à peu près la même charge calorique, on a à peu près le même usage, même si le goût est différent. Et pourtant, l'une est plus riche en fibres, un peu moins riche en glucides, etc. C'est la patate douce plutôt que la pomme de terre. Donc on va pouvoir, par exemple, le soir, privilégier plutôt la patate douce que la pomme de terre. C'est juste un exemple. Pareil au niveau lentilles, quinoa ou d'autres céréales, plutôt regarder l'étape de composition. Moi, j'utilise celle qu'on retrouve sur le net et c'est intéressant de regarder les fibres, en particulier les glucides et les protéines. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que vous allez pouvoir vous faire votre idée avec ça. Attention à la forme aussi. Aujourd'hui, le riz, à part le riz complet, mais c'est très très long à faire cuire, c'est souvent des aliments qui sont très raffinés et donc pâtes, riz, pain, etc. Sauf les aliments complets on peut les assimiler à des sucres, essentiellement des sucres avec des protéines, donc quasiment pas de fibres. Donc si vous ne rajoutez pas des fibres dans votre alimentation, on va avoir les effets que je vous décrivais, augmentation de l'index glycémique, apparition de sensations de faim et de yo-yo entre faim, satiété, envie de sucre, etc.
retard du sommeil, donc manque de repos, etc. Et puis, dans la sphère psychologique, on va avoir aussi plutôt une humeur. Pas dark, mais je ne peux pas parler de dépression, mais plutôt un petit peu plus déprimée ou déprimante que quelque chose de léger. Et ça, je voulais y venir parce que dans cette période de stress possible, ou en tout cas c'est difficile d'éviter la charge émotionnelle qu'il y a liée à non seulement la maladie, l'éloignement souvent de nos proches, la barrière physique que l'on a par rapport à nos amis, etc., voire même le fait que ça nous confronte à nous-mêmes. Je vous avais parlé que le stress et les émotions jouent sur notre système digestif, jouent sur notre système immunitaire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'autre chose, qui est comment notre alimentation peut aussi jouer sur notre état plutôt de joie, de légèreté ou au contraire de déprime, sans parler de dépression, mais de déprime, même si les études aujourd'hui sont claires sur le lien entre microbiote et dépression. Alors qu'est-ce qui se passe? On a globalement un grand nombre de bactéries, principalement de bactéries, mais aussi de certaines levures qui, lorsqu'elles sont stimulées, c'est-à-dire lorsqu'elles sont nourries de leur aliment de prédilection, elles vont créer tout un tas de molécules. Et notamment de molécules qui viennent communiquer avec notre cerveau, celui de la tête, via différents moyens. Via le système nerveux, c'est-à-dire qu'elles viennent stimuler les dendrites qui sont des cellules, les terminaisons nerveuses qui sont au niveau de la paroi intestinale. Et là, les bactéries les stimulent directement en produisant un certain nombre de petites molécules biochimiques. Et donc, ça vient induire à travers nos neurones et notamment nos deux systèmes principaux, le système nerveux entérique et le système nerveux autonome, le SNA, viennent remonter jusqu'au cerveau et cibler certaines zones notre cortex et donc vont jouer sur nos émotions, sur nos sensations psychiques, etc. On a un autre moyen de communication qui est via le système endocrine, le système hormonal, c'est-à-dire que les bactéries de notre microbiote viennent communiquer avec les cellules endocrines qui sont des cellules de la paroi de l'intestin capables de créer des hormones et donc à ce moment-là stimuler la production d'un certain nombre d'hormones. Par exemple, les ocytocines, par exemple la sérotonine, par exemple le GABA qui est un neurotransmetteur et toutes ces hormones-là sont principalement produites dans l'intestin. Pourquoi je vous parle principalement de cela? Parce que ce soit le GABA, la sérotonine ou les ocytocines ont un rôle extrêmement précieux pour notre état d'humeur. Coucou Soraya, merci de nous rejoindre et désolé pour les coupures. Ces hormones-là sont indispensables à notre bien-être, sont indispensables à notre état de joie, sont indispensables à notre positivité, sont indispensables à notre bon sommeil, etc. Et donc, autant je vous avais parlé que le stress vient perturber notre microbiote et nos défenses immunitaires, notre nutrition peut au contraire soit perturber, soit stimuler aussi la production d'un certain nombre de composés biochimiques qui vont avoir un effet direct sur nos humeurs et nous mettre plutôt dans un état d'esprit positif. Alors, j'aime pas trop le mot positif, mais en tout cas un allant, une légèreté, l'inverse d'un état de déprime. Donc ça c'est vraiment les deux voies de communication dont je vous ai parlé. Il y en a une troisième aussi qui est à travers par le sang, on va avoir un certain nombre de composés, notamment les acides gras à courte chaîne ou les lipopolysaccharides qui sont fabriqués par notre microbiote et qui viennent jusqu'à la membrane entre le cerveau et nos cellules neuronales, viennent s'immiscer, migrer jusque-là et cibler certaines zones, notamment notre cortex et
joue sur notre état d'être. Donc, d'autres façons de s'alimenter va influencer grandement la production de ces micronutriments ou de ces comment on peut appeler ça, des métabolites qui viennent jouer sur notre humeur. Alors, quelles sont les stratégies aujourd'hui? Les études montrent qu'on peut avoir et on peut combiner concrètement dans notre vie de tous les jours deux stratégies. La première, c'est de diminuer les aliments qui viennent nous donner des sensations de type plutôt excitation le soir, qui viennent nous donner plutôt des hormones un peu de la déprime, etc. Et favoriser plutôt les aliments qui viennent, eux, favoriser un état d'être plus léger, etc. Et on retrouve sans surprise deux grandes familles de nutriments. D'un côté, les graisses animales et les protéines animales, et de l'autre côté, plutôt les fibres, etc. Et on en revient toujours à ce bon sens que notre microbiote vient de la terre et que dans le sol, on a une quantité bien plus grande de résidus végétaux à dégrader que de résidus animaux. Et donc notre microbiote sait faire face quasiment à tout ce qui existe en termes de fibres végétales et n'a pas la même habileté, et en tout cas n'est pas préparé en termes d'évolution. L'être humain n'était pas préparé à avoir ces 15, 20, 30 dernières années une avalanche de sucre industriel, de protéines animales, de graisses animales, de produits avec des additifs, avec des conservateurs, avec des émulsifiants, etc. On n'était pas préparé à ça. Notre évolution en termes d'individus ou en termes d'espèces est plus lente que notre évolution nutritionnelle. Et donc, notre nourriture, notre façon de s'alimenter, c'est complètement a évolué, en tout cas a changé beaucoup plus vite que notre capacité à s'y adapter. Et là, le microbiote, lui, a cette capacité à s'adapter plus vite que nous parce qu'il fait des générations toutes les 20 minutes, voire toutes les 2 heures, voire tous les 2 jours pour les espèces de bactéries qui sont les plus lentes à se reproduire. Et donc, leurs solutions sont toujours plus agiles que l'évolution de l'espèce humaine. Donc, faisons confiance à notre microbiote. Alors, ces types d'aliments, essayez, faites l'expérience. Moi, je vous propose quelque chose. Faites un test. Pendant, 1 ou 2 jours, mais pas vous priver complètement, mais petit déjeuner et repas du soir, allégez drastiquement la quantité de protéines, surtout animales, mais les protéines aussi. Essayez de limiter au maximum, voire d'éliminer l'alcool. Et essayez de diminuer un petit peu les portions, c'est-à-dire de ne pas manger trop. Petit déjeuner, repas du soir, uniquement ça. Changez ces deux pendant 2 jours ou 3 jours. Et observez-vous. Observez votre état d'être, observez vos pensées, observez ce qui se passe dans votre corps. Faites l'expérience, je ne vous en dis pas plus, mais vous prendrez vous-même conscience du lien entre votre alimentation, votre microbiote, votre confort au niveau du ventre et votre état émotionnel. Et à partir de là, quand on commence à prendre conscience de ces liens-là, c'est beaucoup plus facile de faire ces expériences. Et on pourra échanger ensemble, je vous guiderai là-dessus, mais faites ces expériences-là. Donc, faites cette expérience, diminuez petit déjeuner et repas du soir, quantité de protéines et de graisses animales, et limiter la consommation d'alcool, voire enlever-la. J'espère qu'au petit déjeuner, vous n'étiez pas nombreuses ou nombreux à en consommer, mais le soir, ça peut être sympa de faire l'apéro, etc. Juste faites de l'expérience. Je ne vous dis pas de vous priver, de changer tout, mais juste faites de l'expérience 1 ou 2 jours, plutôt 2 jours, et voyez ce qui opère, qu'est-ce qui change en vous, et surtout observez votre état émotionnel, votre état mental. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et je voudrais aller maintenant sur un terrain qui nous y amène. Et Pauline, tu m'as un peu, en tout cas, tu m'as permis à travers tes feedbacks d'aller sur ce terrain-là. Qu'est-ce qui est dans notre pouvoir? Je vous parlais qu'on peut, par notre alimentation, par notre exercice physique, par nos pensées, par
notre respiration influencer notre microbiote, notre système immunitaire, notre état psychologique. Mais est-ce qu'on est vraiment toujours dans cette recherche-là? Alors toujours non, mais est-ce qu'on est souvent dans cette recherche-là? Est-ce que c'est pas plus facile d'attendre finalement un peu la recette qui vient de l'extérieur, quoi? C'est-à-dire je referai du sport quand le confinement sera fini, en attendant je fais que me protéger et puis j'attends qu'on ait un médicament, la chloroquine, le vaccin, le machin, tout ça. Bien sûr que tout ça est utile et évidemment que l'arrivée de traitements est une excellente nouvelle. Mais ça, c'est pas entre nos mains. Aujourd'hui, c'est pas entre nos mains. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a entre nos mains? Moi, je veux vraiment que vous puissiez vous inciter, en tout cas, à vous poser la question, là, chez moi, quel pouvoir j'ai? Qu'est-ce que je peux changer? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Moi, j'ai envie de vous raconter une discussion que j'avais eue il y a 1 an et quelques mois. J'étais allé voir un ami au Bhoutan et cet ami est moine bouddhiste. Je l'avais rencontré en Chine, au Tibet, il y a 2 ans et demi ou 3 ans. On a sympathisé et après 10 jours de voyage où vraiment il m'avait partagé plein de choses. On était allé voir des maîtres dans des monastères reculés. Il m'avait appris pas mal de méditation. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Là, je vous parle absolument pas ni de religion ni rien. Je vous parle juste de l'expérience humaine que j'ai pris et pour moi sur ce moment-là. Et vers la fin du séjour, parce que cet homme a quand même une grande sagesse, et j'avais demandé pour toi, quel est le problème numéro 1 du monde aujourd'hui? Et dans ma tête, je m'attendais à, je sais pas, la mondialisation, la perte de repères, la pollution, le non-respect de l'environnement, j'en sais rien. Et sa réponse, mais elle a été quasi immédiate. Il m'a dit ces mots: aujourd'hui, le problème numéro 1 dans le monde, c'est que les gens regardent à l'extérieur. Ils ne savent plus regarder à l'intérieur. Et pour lui, c'est le problème numéro 1. Alors ça m'a interpellé parce que sur le coup, je me suis dit, ah, quand même, est-ce que c'est ça? Et puis, finalement, est-ce qu'il y a d'autres problèmes que celui-là? Est-ce que finalement, c'est pas en reprenant notre responsabilité que nous reprenons notre pouvoir? Est-ce que c'est pas en regardant à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux faire, que nous ne reprenons pas notre pouvoir et notre responsabilité? Moi, j'essaye de me poser chaque fois la question, chaque fois que quelque chose me choque, j'essaye de retourner la question et je m'aperçois qu'on peut toujours faire quelque chose pour soi, à l'intérieur de soi, et que finalement, c'est même la seule chose que l'on puisse faire. Parlons pollution. Ben finalement, la pollution, elle est où? Elle est sur nos actes, sur nos gestes, sur notre consommation, sur ce que l'on fait à l'intérieur de nous, de quoi on mange, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on respire. Et si on veut respirer de l'air pur, si on veut boire de l'eau non polluée, si on veut manger des aliments qui sont sains pour notre microbiote, pour notre corps, ben on connaît bien les recettes et puis on peut en discuter. Mangeons plutôt des produits locaux, riches en fibres, à base de fruits et légumes, qui sont peu transformés immédiatement, on est sur des filières qui ont un impact sur l'environnement très faible, voire même qui sont favorisantes. Donc, on a un impact sur nous, sur cette réflexion intérieure, sur la planète extérieure. Donc, c'est la même chose sur cette affaire du coronavirus. Aujourd'hui, attendre un médicament de l'extérieur, ok, mais qu'est-ce qu'on fait pour nous-mêmes?
en attendant que ce médicament arrive ou n'arrive pas, moi je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver en premier. Est-ce qu'il va arriver la généralisation du protocole Raoult? Est-ce qu'il va arriver en premier les hautes températures qui vont faire que naturellement le virus va disparaître en attendant l'année prochaine? Moi j'en sais rien ce qui va se passer en premier. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au quotidien, chaque jour, chaque minute, ou en tout cas chaque fois que j'en ai conscience, je peux faire quelque chose pour mon système immunitaire, pour mes poumons, pour mon microbiote, pour entretenir mon système de santé, pour essayer d'avoir un moral qui est le mieux possible. Et ça passe par l'alimentation, ça passe par mon comportement, ça passe par mes émotions. Et pourquoi pas pouvoir le partager aux autres? Parce qu'à partir du moment où j'ai ce regard intérieur, j'ai une certaine sérénité parce que je sais que ça, je peux le faire et que j'ai besoin de personne. C'est gratuit, c'est vraiment le regard que je porte à moi-même. Et à partir de là, on va pouvoir avoir une certaine plateforme, fondation pour pouvoir passer le petit coup de fil à peut-être une personne qui justement n'est pas en joie ou c'est un petit peu plus difficile, etc. Et donc finalement, on va pouvoir partager, on va pouvoir s'occuper de la communauté, on va pouvoir rayonner autour de nous, faire du bien, mais parce que d'abord, on est allé contacter ce pouvoir intérieur. Et ça, j'ai envie de vous dire, les amis, que c'est quasiment la seule chose qu'on puisse faire. Alors oui, Sarah, oui, les huiles essentielles, ce sont des aides naturelles, comme une alimentation saine est une aide, comme pouvoir respirer sainement, faire des exercices, etc. Donc tout ça, oui, est à notre portée. Mais encore une fois, je pense que n'allons pas chercher toujours est-ce que le quinoa c'est meilleur que les lentilles? Est-ce que telle huile est meilleure que celle-là? Est-ce que ça c'est meilleur que ça, etc. Juste regardons, observons. Et si respirer des huiles essentielles, c'est bon pour nous? Oui, c'est prouvé. Les huiles essentielles sont sûrement un arsenal, entre guillemets, thérapeutique formidable. Mais pourquoi? Parce qu'il vient se combiner avec toute la nature que l'on porte à l'intérieur de nous, etc. Donc, il y a des choses simples. Et oui, Francine, mangeons moins, mais mieux, respirons de l'air pur, un peu d'exercice et le tout en pleine conscience, évidemment. Mais tout ça nous amène où? Nous amène à s'occuper de nous-mêmes. Et donc, chaque fois qu'on s'occupe de nous-mêmes, ça fait du bien, c'est de la joie, c'est pas un plaisir égoïste, au contraire, c'est quelque chose qui nous permet d'être bien. Et oui, on en revient à notre planète intérieure, merci Simone, c'est mon discours. Donc, prendre soin de notre planète intérieure. Quelque part, alors comment on peut y aller? Moi, j'ai envie de vous... puisque j'aime bien aussi vous challenger un peu, vous donner des petites expériences, j'ai envie de vous poser un peu l'équation suivante, émotionnel versus sensoriel. Et ça va être le thème de la petite méditation. Qu'est-ce que je veux dire? Souvent, lorsqu'on se pose la question, qu'est-ce que je ressens? Comment je vais? Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, c'est notre tête qui répond. La réponse vient dans notre tête, dans notre mental, dans notre sphère émotionnelle. Je suis triste, oh là là, je suis énervé, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tiens, ça, oui, mais je voudrais bien, mais je peux pas. Ouais, mais ça, c'est pas possible. Oui, mais ça, et je me pose telle question. Et tout ça, c'est uniquement là. On est coupé, c'est uniquement la tête qui fonctionne. C'est ce que j'appelle l'émotionnel, pour simplifier. Et à côté, il y a le sensoriel. Et là, c'est quoi? C'est quelles sont nos sensations? Qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est pas tendu? Est-ce que ça gargouille? Est-ce que j'entends quelque chose? Moi, souvent, il réagit comme ça. Je l'entends un petit peu gargouiller. Je me dis, tiens, qu'est-ce que tu veux me dire? Il se détend, il se contracte. Au niveau de la poitrine, est-ce qu'on est plutôt dans une respiration un peu étriquée? Mais observons-le, ça. Si on ne l'observe pas, on ne peut pas le savoir. C'est ça, les sensations. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des raideurs sur des muscles, à la nuque, etc. Qu'est-ce que ça fait si je me masse un peu l'intérieur de la paume des mains? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me détend?
Faites-vous juste ça, là. Vous massez un peu le lobe des oreilles ou faites-le à votre amoureux ou votre amoureuse si vous n'êtes pas confiné tout seul. Vous verrez, c'est extrêmement agréable. Et alors après, sans rentrer dans la médecine chinoise qui vous dit qu'on a nos méridiens et qu'on contacte un petit peu toutes les zones de notre corps à travers le lobe des oreilles, à travers la paume des mains, à travers les pieds, c'est la réflexologie plantaire, etc. Mais juste en restant en surface, faites l'expérience. Eh bien ça, c'est le sensoriel. Bien trop souvent, nous sommes dans l'émotionnel et trop peu souvent dans le sensoriel. Quand on se pose la question à soi-même, comment je vais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui opère? Qu'est-ce que je peux faire? N'essayez pas d'avoir une réponse avec la tête, essayez juste de voir dans votre corps, même pas de voir, de laisser remonter dans votre corps des sensations. Connectez-vous à ces sensations, quelles qu'elles soient un peu douloureuses, un peu serrées, etc. Et à partir du moment où vous la connectez, laissez-vous traverser. Un petit peu comme une pelote de laine ou une pelote de fil, quand vous trouvez un bout, vous ne savez pas si c'est le premier, le dernier, si c'est un brin, mais essayez de le tirer au maximum. Et peut-être que la pelote va complètement se délier. Peut-être que votre tension, ça sera la même chose. Et cherchez pas à analyser ma tension, j'ai ci, j'ai telle maladie, j'ai telle... Non, juste essayez de voir ce qu'il se passe. Essayez d'écouter plutôt que contrôler. Essayez d'écouter plutôt que comprendre. Quelque part, on n'en a rien à fiche de comprendre parce que même avec le plus grand des QI, on comprend très peu de ce qui se passe. J'ai même envie de dire qu'heureusement qu'on ne comprend pas, parce que si on essayait de contrôler nos muscles, on oublierait de respirer. Si on essayait de contrôler notre respiration, on oublierait de faire battre le cœur. Si on était à respirer, à faire battre notre cœur, on oublierait de dépolluer et de filtrer par nos reins. Enfin, vous comprenez que notre machine est tellement complexe qu'on ne peut pas faire tout ça en conscience. Donc, il y a des moments où il vaut mieux se laisser traverser par nos sensations que de vouloir les comprendre. Ne me croyez pas sur parole, faites-en l'expérience. Et oui, c'est pas facile, mais c'est de l'entraînement. Et c'est pas un entraînement qui est déplaisant, ça ne demande pas d'investissement, ça ne demande pas de matériel, juste de temps en temps se poser une question simple, tiens, comment je vais là, à l'instant T, prendre une respiration et voir est-ce que j'ai des tensions dans mon corps, pas des tensions dans mon corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Et sinon, eh bien, ça veut juste dire que vous êtes parfaitement bien en ce moment, sans en déduire de choses sur le futur ou sur le passé. Juste à l'instant présent, vous êtes bien et savourez. Soyez là avec cette sensation-là. Et s'il y a quelque chose, une sensation, qu'elle soit agréable ou désagréable, laissez-la monter, laissez-la venir. Peut-être que vous allez pouvoir rester longtemps à son contact, peut-être pas. Donc c'est ce que j'appelle sensoriel versus émotionnel ou émotionnel versus sensoriel. Essayez de faire une fois, deux fois, trois fois dans la journée ce petit exercice de vous connecter à vos sensations plutôt qu'à vos émotions. Et puis voyez ce que ça fait, si ça détend, si ça libère, si ça amène de la paix. Pour moi, ça amène beaucoup de paix. Et la paix, c'est quoi? C'est le terreau pour vivre en harmonie avec ce qui se passe là. Ça ne veut pas dire que demain je ne serai pas triste, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne me blessera pas dans une heure, mais en attendant là, je suis en pleine conscience que je suis bien, je vous parle, tout va bien. Je ne vois pas pourquoi je crée là de l'anxiété. Et ce n'est pas refuser de créer de l'anxiété qui là pourrait me faire au contraire en créer parce que j'y résiste, mais juste me connecter à mes sensations, à ce qui est là, ici et maintenant. Alors après, en spiritualité, en développement personnel, on peut y mettre plein de mots, l'instant présent, le machin, tout ça. Oui, parfait, mais faisons-le simple. Aujourd'hui, on vit dans un corps, notre esprit est dans notre corps. Tout ça est intimement mêlé, il n'y a pas de séparation. Allons à l'intérieur de notre corps et découvrons ce qu'il y a là. Et j'ai envie de dire que c'est souvent
le premier frein à vouloir se poser, à vouloir aller voir ses sensations, c'est la peur d'avoir peur. Et la peur de se trouver, la peur peut-être aussi d'être en possession de notre plein pouvoir. Parce que c'est vraiment être adulte au sens grand du terme que de se connecter à son propre pouvoir, de se connecter à ce qui est entre nos mains, ce qui est notre responsabilité. Et forcément, c'est très agréable de retrouver un peu notre côté enfant quand on attend la solution de l'extérieur, parce que c'était bien commode de rien faire et d'attendre qu'on nous apporte ça, ou qu'on nous demande comment ça va, ou qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Oui, mais sauf qu'on passe juste à côté des choses, et qu'au final, le corps ou la vie ou les événements vont nous ramener de toute façon à notre responsabilité. Et donc, je pense qu'en étant lucide sur comment on se comporte, on peut petit à petit grandir et être plus adulte dans nos... Et ce n'est pas une question d'âge ou d'âge de majorité, mais adulte dans nos comportements. Encore une fois, il y a des moments où il est doux de refaire l'enfant, mais il est aussi sacrément agréable et jouissif, j'ai pas peur du mot, d'être adulte et de connecter à notre vrai pouvoir qui est celui de connecter à notre puissance intérieure. Et ça, c'est aussi simple que observer ce qui opère en nous, se connecter à nos sensations, s'y connecter, et c'est tout. C'est tout. Donc faites-en l'expérience, les amis, dites-moi ça. Il y a un joli mot de Frank Logvé que j'aime beaucoup, je ne sais pas si certains d'entre vous le suivent. Il ne parle pas de gérer ses émotions, il parle de respirer ses émotions. Et je trouve ça très très sympa dans le sens où... Finalement, nos émotions, les gérer, ça voudrait dire qu'on va contrôler, je vais faire ci, je vais faire ça, un peu comme en mécanique, là on va régler les curseurs. Les respirer, c'est juste accepter que nos émotions puissent nous traverser, qu'elles sont là. J'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être joyeux, j'ai le droit d'être malheureux, j'ai le droit d'être blessé, mais j'ai aussi le droit d'avancer, d'être moi-même, etc. Et ça se respire, c'est pas permanent, ça vient, ça va, un petit peu comme les nuages qui passent dans le ciel. Soyez la montagne qui voit défiler les nuages, ne soyez pas la neige, ne soyez pas la grêle, ne soyez pas la pluie, ne soyez pas le soleil, soyez juste cette montagne immuable qui voit passer tout au long des saisons, mais qui sait que chaque saison passe et qu'il y en aura une autre après. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pour faire le tour un petit peu de ça. Et je pense que, y compris, et peut-être d'autant plus, quand il y a une mauvaise nouvelle, quand il y a quelque chose qui nous fait mal au ventre, quand on ressent une injustice, juste se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Si je peux rien faire, laissez courir autant que possible. Par contre, si je peux faire quelque chose, là, ça mérite que je mette toute mon attention sur là où j'ai le pouvoir. J'ai peur de trahir un peu ces mots, mais il semblerait, je dis bien il semblerait que ça soit Marc Aurèle, donc le grand Marc Aurèle qui dans la Rome antique aurait dit, je le fais un peu de mémoire, que j'ai la force de changer ce qui est en mon pouvoir, que je laisse tomber, mais il n'avait pas dit ça comme ça, là où ce que je ne peux pas changer, et que j'ai la sagesse de discerner l'un et l'autre. Et peut-être que c'est là où on a le plus d'attention à porter, c'est se poser la question, ce fameux discernement. Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je ne peux pas changer? Et finalement, laisser résonner les mots de mon copain, la Pema, le moine bouddhiste, qui m'avait dit le problème numéro 1 dans ce monde, c'est qu'on va voir à l'extérieur, les gens ne regardent pas à l'intérieur.
Moi, ça résonne depuis ce jour-là, de janvier 2019, et je l'ai, je crois, tous les jours à mon oreille. Donc, je vous laisse aussi résonner pour vous. Résonner, vous l'écrivez comme vous voulez. Résonner comme un son qui vibre, ou résonner comme la raison de votre tête. Je vous parlais de sensoriel versus émotionnel, on y est en plein. Si ça résonne comme une vibration, c'est sensoriel. Si ça résonne comme une pensée, c'est émotionnel. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis à la bourre, je vous ai promis 1 heure, ça fait déjà 1h05, ok, on a eu la petite coupure, mais c'est pas une excuse. Je suis bavard. Pourquoi pas passer à une petite méditation, une méditation qui ne sera pas trop longue, mais qui est vraiment sur ce thème de l'émotionnel versus sensoriel, et je vous propose quelques minutes pour aller se connecter avec nos sensations intérieures. Ok ? Alors vous connaissez maintenant le principe, installez-vous confortablement. Si vous êtes assis, mettez les pieds bien à plat sur le sol. Vous pouvez poser vos mains à plat sur les cuisses. Vous pouvez les mettre aussi à plat sur votre ventre avec les mains autour du nombril. Et si vous voulez vous allonger, ne vous gênez surtout pas. Une petite consigne, allongez-vous plutôt sur le dos, les bras le long du corps, les jambes décroisées. C'est le meilleur moyen de se relaxer et de laisser l'énergie circuler, s'harmoniser dans votre corps. Je vais sonner le bol. Laissez-vous juste traverser par le son sans chercher à l'analyser, sans chercher à savoir ce que c'est. Juste laissez-vous traverser et commencez à vous relaxer. Je vous invite à porter votre attention sur votre respiration, sans chercher à la forcer, à l'accélérer ou à la ralentir. Juste prendre conscience qu'à l'inspiration, c'est une inspiration. Peut-être à la fraîcheur de l'air qui rentre dans vos narines. Et prendre conscience qu'à l'expiration, c'est une expiration. J'inspire, je sais que c'est une inspire. J'expire, je sais que c'est un expire. À l'inspire, je vous propose de suivre votre souffle jusque dans votre poitrine et d'observer la température de l'air, vos sensations. Y a-t-il des tensions, des douleurs ou pas? Juste d'observer. À l'expire, vous détendre. J'inspire et j'observe s'il y a des tensions, des douleurs.
J'expire, je me détends. À l'inspire, vous pouvez porter maintenant votre souffle jusque dans le haut du ventre, au diaphragme, cette zone entre la poitrine et le ventre. Observez si c'est tendu, si c'est souple, si c'est chaud, si c'est froid, ou rien de tout ça. À l'expire, chassez toutes les tensions. Sur l'inspire, vous pouvez suivre votre souffle jusque maintenant au plus profond de votre ventre et observez vos sensations. À l'expire, vous détendre. Et vous pouvez continuer à chaque expire à faire le scan d'une partie de votre corps. Après le ventre, allez à votre bassin. Qu'est-ce que je ressens? Et à l'expire, je me détends. Peut-être maintenant aller dans vos cuisses, la gauche. La droite. Vos genoux. Le gauche. Le droit. Vos mollets, vos chevilles, vos pieds. Observez ce que vous ressentez, ou peut-être rien. Et à l'expire, se détendre. Vous pouvez observer peut-être sous la plante de vos pieds le contact du sol, ou si vous êtes allongé, avoir conscience du confort du canapé, du coussin, du lit, sous votre dos, votre tête, vos cuisses. Juste observer ce point de contact. Est-ce qu'il est agréable? Est-ce qu'il est doux? Et à l'expire, laissez circuler l'énergie. Vous pouvez aussi porter l'attention sur les sensations, sur vos mains, vos poignets,
sur votre peau. Ressentez-vous la température extérieure? Est-ce qu'il fait frais? Est-ce qu'il fait chaud? Y a-t-il du courant d'air? Rien de tout ça. Juste portez votre attention sur votre peau. Est-ce que vous ressentez votre corps ou est-ce que vous ressentez l'extérieur du corps? L'air, la pression du sol, la température, un souffle de vent. Y a-t-il vraiment une frontière? Suivez vos sensations. Là où elles vous amènent, juste les sensations. Peut-être vous ramène-t-elle au cœur de votre ventre. Est-ce que ça se contracte un peu ou pas? Peut-être vous ramène-t-elle vers votre cœur. Percevez ses battements ou pas. Dans votre poitrine, ou votre gorge, ou votre nez. Juste laissez vivre vos sensations et promenez-vous avec. J'inspire, je connecte à mes sensations. J'expire. Elles parcourent tout mon corps, je me laisse traverser. J'inspire, je ne fais qu'un avec tout ce qui m'entoure. J'expire, je suis en paix. Quelles que soient les sensations, qu'elles soient agréables, désagréables, ce sont les vôtres. Et vous avez le droit de les ressentir. Elles sont juste là, elles sont juste présentes. Vous pouvez les respirer et à l'expire les détendre. À votre rythme, vous pouvez bouger un petit peu, peut-être les chevilles, les genoux, doucement la tête, la nuque, les épaules.
Prendre une grande inspiration lentement. Et quand c'est le moment, ouvrir les yeux. Voilà ce que j'avais envie ensemble de faire pour reprendre en conscience nos sensations en main et les observer et peut-être se laisser guider plus souvent dans notre journée vers notre intérieur, et y compris quand il y a des choses, et la période est assez favorable pour ça, des choses qui nous énervent, qui nous irritent, qui nous confrontent. Donc essayez de voir est-ce que vous êtes dans l'émotion ou dans les sensations, et laissez-vous porter plutôt par vos sensations et observez ce que ça vous fait. Merci Simone, merci Pauline, le bol sonne comme une ouverture, waouh, yes, mais se laisser porter par cette vibration et qu'il résonne, et encore une fois écrivez résonner comme ça vous chante, sans mauvais jeu de mots. Voilà un petit peu, je vous dis, je vais vous souhaiter un excellent samedi au contact de vos sensations. Soyez doux avec vous-même, apportez-vous cet amour, cette douceur, nourrissez-vous de tout cela, de toutes ces sensations. Et puis je vous dis à lundi, on se refait un petit live lundi si vous êtes OK. En attendant, le replay sera sur ma page, et postez-moi vos commentaires, ça sera un plaisir de vous lire et d'y répondre. Je vous dis à très bientôt, l'amour et l'énergie les amis, à très très bientôt.